Bonjour, bienvenue sur le Figaro.fr et sur la page Facebook du Figaro. Faut-il faire revenir les djihadistes français en France? Avant même de poser la question, voici la réponse que Juliette Saint-Jean a récoltée sur les réseaux sociaux. Bon, alors il faut savoir que pour les internautes, c'est non. Les djihadistes ne doivent pas revenir sur le territoire. Beaucoup les considèrent comme les ennemis de la France. Ces personnes ont fait le choix de combattre notre pays, qu'ils restent là où ils sont, nous dit François. Même chose pour Pierre qui explique qu'ils ont renoncé à la nationalité française en brûlant pour la plupart leur passeport. Pourquoi accepter qu'ils reviennent? Nous n'aurions eu cette question à se poser si la déchéance de nationalité avait été appliquée. Termite ajoute qu'ils se sont battus contre nous et ils ont fait le serment au drapeau noir de Daesh contre notre drapeau, qu'ils restent là-bas, ce sont des traîtres à la patrie et qu'ils ne reviennent jamais chez nous. Alors, est-ce que la France doit faire revenir les djihadistes français pour les juger? C'est la question qu'on vous pose depuis hier soir sur Twitter et vous êtes à une écrasante majorité, en tous les cas ceux qui répondent, à répondre également non. Vous aussi, vous pouvez poser vos questions, donner vos commentaires et réagir à ce que diront et à ce qu'apporteront nos invités. Georges Malbruno, bonjour, du service international du Figaro. Vous connaissez parfaitement bien ces théâtres de guerre. Vous y êtes allé, vous avez des informations, vous nous les donnerez. Jean-Jacques Kizola également du service Société du Figaro qui a tous les chiffres et pourra nous dire ce que font les djihadistes quand ils sont revenus en France. Michel Bernard-Requin, bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrate, vous avez géré des dossiers... Magistrat honoraire. Magistrate honoraire, oui. On ne paiera pas d'honoraire, on vous gardera comme sous Soyez votre titre de tranquille. magistrate. Et vous avez notamment géré plusieurs cas de terrorisme au début des années 2000. Vous avez notamment présidé des cours d'assises et la 10e chambre correctionnelle. Vous êtes même l'héroïne de 10e chambre. Instant d'audience, documentaire signé Raymond Depardon. Et vous avez même joué dans un film d'Albert Dupontel. Et vous êtes avec nos autres invités, nos décrypteurs. Bonjour à tous donc et bonjour aux internautes qui nous suivent sur Le Figaro, lefigaro.fr et la page Facebook du Figaro. On vous pose donc cette question, est-ce que la France doit faire revenir les djihadistes français pour les juger? Ça c'est la question qu'on va vous poser aujourd'hui, mais puisque Georges Malbruno est là, je profite pour aborder juste un autre sujet rapidement. Jean-Yves Le Drian aujourd'hui est à Bruxelles pour rencontrer son homologue iranien, le ministre des Affaires étrangères iranien. On avait parlé d'un début de révolte en Iran. Où est-ce qu'on en est, juste? Les manifestations se sont essoufflées et aujourd'hui, en partie parce qu'il y a eu une répression assez sévère, eh bien, les manifestants ne sont plus très nombreux à protester. Et donc, non, on n'assiste pas à un début de révolte. Le régime islamique iranien n'a pas été menacé. Cela étant, c'est un coup de semonce pour ce régime et les griefs qui lui ont été adressés ne vont pas disparaître avec justement la fin de cette fronde. Donc voilà, donc pas de menace dans l'immédiat, mais un coup de semonce à terme sur la République islamique d'Iran. Donc la menace forte, la force a payé. Ensuite, est-ce qu'on sait qui a manifesté? Est-ce que c'était des opposants à la politique libérale ou d'ouverture, disons, du président Rouhani, ou bien est-ce que c'était plutôt des gens qui sont proches des milieux conservateurs et du guide Ramenei? Il y avait un petit peu tout cela, mais si on veut schématiser, on pourrait dire que c'est tous ceux qui n'ont plus rien à perdre aujourd'hui. À la fois les déçus de Rouhani, des gens qui n'avaient d'ailleurs même pas voté lors des dernières élections présidentielles de mai dernier, et puis beaucoup de jeunes et même de moins jeunes qui sont largués économiquement, qui sont au chômage, qui ne retrouvent pas du travail, et puis tous ceux qui sont en marge et qui refusent le système. Donc numériquement, ça faisait pas, le ministère de l'Intérieur iranien estimait à 40-50 000, donc c'était pas énorme. Donc voilà, donc ça n'est pas encore une fois une menace, je dirais, existentielle sur la République islamique, mais ça veut dire que ces gens-là, eh bien, tôt ou tard, ils pourraient de nouveau manifester, et à cela pourraient se joindre, en revanche, ceux qui aujourd'hui ne sont pas contents, mais qui préfèrent justement encore miser notamment sur
sur Hassan Rouhani, ce président modéré en qui beaucoup d'Iraniens espèrent qu'il leur apportera un plus, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Et sa politique d'ouverture qui est quand même menacée par notamment l'attitude des Américains, on le saura d'ici les 24 prochaines heures sans doute avec ce que dira Donald Trump sur le maintien ou non des États-Unis dans l'accord passé avec l'Iran le 14 juillet 2015. Merci Georges. On revient à l'actualité et au thème de cette émission. Jean Kiki-Zola, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. À la une, en tous les cas dans les flashs du Figaro.fr, à droite justement du site internet, hier, il y avait cette information, une étudiante qui radicalisait, qui visait des lieux festifs. Est-ce qu'on a un petit peu plus d'informations sur cette affaire qui a été révélée par le Figaro ? Alors oui, effectivement, il s'agit en fait de 2 interpellations qui ont été réalisées dans la semaine juste avant Noël, qui prouvent que la menace terroriste endogène est réelle. 2 individus, cette jeune femme, un jeune homme du côté de la région lyonnaise, qui pour tous les deux avaient des propos extrêmement agressifs sur les réseaux sociaux, visiblement témoignaient d'une volonté de passer à l'acte. La jeune femme a avoué d'ailleurs devant les enquêteurs qu'elle recherchait des armes. Le jeune homme voulait s'en prendre à des militaires ou à des policiers. Voilà, on est typiquement dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une menace de gens qui sont capables de passer à l'action relativement rapidement avec des moyens assez rudimentaires. Je rappelle que la dernière attentat en France date du 1er octobre, ce qui n'est pas si éloigné que ça, avec donc cet homme qui avait égorgé ces deux jeunes femmes à Marseille devant la gare. Donc c'est bien le problème aujourd'hui de la menace terroriste en France. Et c'était des personnes qui avaient tenté ou qui voulaient rejoindre le théâtre irako-syrien à l'origine ? En l'occurrence, non. Je ne crois pas qu'il y ait d'éléments en ce sens dans l'enquête. En revanche, on peut imaginer effectivement que quelques années plus tôt, ils auraient probablement fait le voyage. Alors dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire des djihadistes français qui étaient sur le théâtre irako-syrien et qui veulent aujourd'hui revenir, ou bien quand ils sont capturés? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter et vous êtes déjà très nombreux à réagir. Bonjour Evelyne, bonjour Morgane, bonjour Marie-Pierre, bonjour Laurent. Ils ont voulu partir, qu'ils assument. C'est trop facile, c'est ce que dit Evelyne, c'est une tonalité qui est extrêmement présente, on l'a entendu tout à l'heure avec Juliette Saint-Jean. Juste une chose, Michel Bernard-Requin, je vous donne juste la parole, mais on revient sur l'actualité de cette semaine, c'est la djihadiste Émilie Koenig qui demande à rentrer en France. Justement, elle avait assuré l'acheminement de plusieurs djihadistes sur le théâtre irako-syrien. Elle dit qu'elle s'est repentie. Est-ce qu'il faut la croire? Et surtout, avant ça, elle demande la protection de Paris. Est-ce que la France est tenue de la lui donner? À mon sens... La protection juridique, ce qu'on appelle la protection consulaire, on peut préciser. Oui, alors ce que... il faut distinguer la compétence de la juridiction pénale française pour juger un Français qui a commis des actes à l'étranger. Ça, c'est reconnu par notre code pénal interne depuis une loi de 2012 qui dit que dès qu'il s'agit d'un acte de terrorisme, les juridictions françaises peuvent juger un Français qui a commis ces actes à l'étranger sans qu'il y ait besoin de réciprocité d'incrimination, ni de dénonciation par les autorités locales. Cela dit, à mon sens, se déclarer repenti ne suffit pas à le devenir. C'est un peu trop facile. Or, on sait dans ce cas précis de Mme Koenig qu'elle était recruteuse, qu'elle avait adhéré alors de façon évidente, de façon, j'allais dire, presque acharnée aux thèses djihadistes et qu'elle avait un rôle important. Donc, il ne suffit pas de dire « ça y est, c'est fini, j'ai changé ». Moi, je ne pense pas. Alors, la protection consulaire, c'est un peu autre chose. Quand un Français est détenu à l'étranger pour des faits qu'il a commis là-bas, le consulat essaye de s'assurer, j'allais dire, un rôle mixte entre assistante sociale, un petit peu vérifier l'acheminement du courrier de sa famille, vérifier son état de santé, essayer de l'aider à avoir l'assistance d'un avocat, mais ça n'est pas une protection de l'État français au niveau juridique. Alors, on n'est pas forcément tenu. Je vous donne la parole, Georges. Juste, je vous ai posé cette question parce que c'était juste après avoir entendu cette déclaration du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. On l'écoute.
La question de savoir si elles doivent être jugées en France, c'est surtout la question de savoir si aujourd'hui, dans la partie kurde de la Syrie, dans le Kurdistan syrien, il y a aujourd'hui des institutions judiciaires qui sont à même d'avoir un jugement qui soit respectueux des droits de la défense. Elles existent. Il faut en avoir l'assurance. Parce que vous comme moi, nous sommes très attachés aux droits de la défense. Et quel que soit le crime qui a été commis, y compris le plus abject, il faut que la défense puisse être assurée pour des ressortissants français à l'étranger. Donc autrement dit, c'est une volonté, c'est un souhait du gouvernement français, mais ce n'est pas forcément un droit systématique. Georges. Non, puis en l'occurrence, là, la protection consulaire, là où le crime a été commis, c'est dans le nord de la Syrie, dans des zones kurdes, qui sont aujourd'hui à peu près autonomes. Mais le consulat français, il est à Damas. Or, nous n'avons plus de relations diplomatiques avec la Syrie, donc on est coincé. Donc voilà, pour cette raison-là, on ne peut pas assurer une protection consulaire à cette personne. On sait combien de djihadistes français, d'ailleurs, ont été capturés dans cette zone du nord de la Syrie qui est sous contrôle kurde? Environ, les chiffres, c'est environ une trentaine qui auraient été hommes ou femmes qui seraient aujourd'hui emprisonnés dans différents lieux de détention, entre Kobané et ailleurs, en Syrie, et puis une dizaine en Irak. Mais en Irak, on y reviendra, le cas est différent puisqu'il y a un État avec lequel on a des relations. Et donc, ce que disait le porte-parole du gouvernement, on voit bien l'embarras des autorités françaises, parce que contrairement à ce que dit d'ailleurs c'est Bourdin, il n'y a pas de système judiciaire indépendant, autonome et efficace dans les régions kurdes de Syrie. Il faut dire quand même que ces régions kurdes de Syrie sont tenues par un groupe, le PYD, qui est la branche syrienne du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est considéré par Paris et par l'Union européenne comme un groupe terroriste. Donc on se retrouve, si on pousse le raisonnement, avec une organisation considérée comme terroriste qui détient des terroristes. Voilà, qui détient des terroristes. Donc si vous voulez, on est un petit peu dans le flou le plus complet, là. Alors, merci Georges. On parle clair, et on n'hésite pas à parler clair sur le Figaro.fr. En revanche, je me joins au rappel des réseaux sociaux du Figaro. L'appel au meurtre dans les commentaires n'est pas toléré, même lorsqu'il s'agit d'une personne liée de près ou de loin au terrorisme. Et vous pouvez poser vos questions, donner vos réactions, mais effectivement, restez dans les limites de la loi, s'il vous plaît. De toute façon, on ne donnera pas la parole à ceux qui la transgressent, surtout en présence d'une magistrate. Jean Kiki-Zola, est-ce qu'il faut croire qu'Émilie Koenig s'est repentie ? Ouais, écoutez, je pense qu'effectivement, il ne s'agit pas de savoir si elle le dit, il s'agit de savoir si elle l'est réellement. On va dire que son passé ne plaide pas en sa faveur, elle est dans une situation extrêmement délicate. Je pense qu'en fait, elle est dans une stratégie de défense, comme elle le serait d'ailleurs devant un tribunal quel qu'il soit, français ou étranger. Elle fait de la taquia ? Taquilla, c'est autre chose. Oui, c'est la dissimulation. Si vous pouvez me passer cette expression un petit peu triviale, elle essaye de sauver sa peau. Donc elle raconte, elle raconte ce qu'elle pense pouvoir lui permettre de s'en sortir. Christophe nous dit, doit-on vraiment surcharger nos prisons au risque d'accentuer de nouveaux risques d'islamisation ? Et vous êtes également de nombreux en nous disant, si on les fait revenir, on fait revenir des terroristes. Donc vous n'êtes pas du tout enclin à croire justement la repentance. Pourtant, il y en a qui reviennent de ces territoires, qui ont été écœurés de ce qu'ils ont vu et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Oui, mais alors la repentance, comment on arrive à le dessiner ? Accessoirement, la repentance, là, on se situe sur un plan moral, mais je crois qu'on peut se situer sur un plan juridique. La repentance, c'est une chose. Mais en revanche, il faut que la justice passe. Et c'est bien le problème d'Émilie Koenig et des autres. La question, elle est où cette justice va-t-elle passer ? Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Juridiquement, on leur reproche, s'ils ont été sur le terrain et qu'ils ont combattu. Il y en a qui étaient dans les zones de combat, qui ont vraiment combattu. Bon, là, c'est un crime, indiscutablement. S'ils ont, au minimum, on a l'association de malfaiteurs à visée terroriste ayant accompli des actes de terrorisme, ce qui est devenu également criminel et ce qui est maintenant passible de 30 années de réclusion criminelle. On leur reproche d'avoir participé à cette association. Or, qu'est-ce que c'est juridiquement ? Ça consiste à adhérer à un concept, à adhérer à un projet. Je suis dans le projet djihadiste et j'y contribue. Et on ne demande même pas, la loi ne demande pas sur l'association de malfaiteurs à visée terroriste que le projet soit strictement défini. Il suffit que l'adhésion soit démontrée et qu'il y ait des actes qui démontrent cette adhésion. Par exemple, le seul fait d'aller là-bas.
le seul fait de prendre un passeport ou de le cacher ou de dissimuler son identité, le seul fait de se mettre en relation avec des terroristes là-bas par Internet, tout ça, ça suffit pour l'association de malfaiteurs à visée terroriste. Donc ils sont de toute façon justiciables. Même s'ils ont été, même s'ils en sont revenus au sens. Ils se sont aperçus après que ça n'était pas ce qu'ils croyaient que c'était. C'est le cas d'un certain nombre de femmes. On le sait. Il y en a qui ont vraiment eu l'impression, quand elles sont arrivées là-bas, que ça n'était pas ce qu'on leur avait fait croire. Mais peu importe, elles y sont allées, elles ont commis l'acte en y allant. Un acte d'y aller. C'est un devoir pour l'État français de récupérer ses ressortissants pour les juger chez soi. C'est ce que nous dit Ossine. C'est un signe de force et de souveraineté, un signal fort envoyé à tous afin de démontrer la force et la confiance dans nos institutions. Oui, mais si je puis me permettre, la souveraineté territoriale prime. C'est le lieu où les faits ont été commis. C'est tellement vrai que si un étranger commet un acte répréhensible en France, il sera jugé par nous. Tous les jours, nous jugeons des étrangers qui ont commis des crimes ou des délits en France. Et en plus, donc là, Même s'ils risquent la peine de mort. Alors, sur la peine de mort et les traitements inhumains et dégradants, on a une décision de la Cour européenne de Strasbourg de 2013, c'est l'affaire Söring, où ils ont considéré que comme l'article 2 de la Convention européenne reconnaît la possibilité pour un État d'infliger la peine de mort, il reste l'article 3, les traitements inhumains et dégradants, et dans l'affaire Söring, Strasbourg a dit le couloir de la mort aux États-Unis, compte tenu du contexte, ça sera un traitement inhumain et dégradant, paradoxalement. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, Michel Bernard-Requin, c'est que, en gros, la peine de mort n'est pas considérée comme... c'est pas forcément dirimant. C'est pas forcément dirimant pour la Cour européenne des droits de l'homme. Par contre, le couloir de la mort, ce qui conduit à la peine de mort, peut être considéré c'est en tout comme cas ce qui résulte d'un arrêt qui s'appelle l'arrêt Söring de 2013. Oui. Je précise qu'il y a déjà eu des djihadistes français condamnés en Irak. En 2004, il y a eu plusieurs djihadistes français qui étaient partis aller combattre les troupes américaines et leurs alliés locaux, qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés, alors que la peine de mort existait déjà, si je puis dire, qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés et qui ont purgé une partie de leur peine. Mais qui n'ont pas été exécutés. Qui n'ont pas été, en tous les cas, qui n'ont pas été condamnés à mort. Qui n'ont pas été condamnés à mort. L'un a été condamné à 15 ans, l'autre à 7 ans. C'est quand même des peines assez importantes. Alors, je voudrais qu'on a au téléphone Véronique Roy. Bonjour. Véronique Roy, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Véronique Roy. Quentin, qu'ont-ils fait de toi? C'est le titre du livre que vous avez écrit. Votre fils Quentin, converti, radicalisé, lui, est mort dans les zones irako-syriennes. Ça fera bientôt 2 ans. Vous en savez plus aujourd'hui sur les conditions de son décès? Non, je ne sais absolument rien sur les conditions du décès de Quentin. Juste un message WhatsApp d'un inconnu, qui nous dit que il est mort et que on ne sait pas où, comment, mais si je reçois le message que je reçois aujourd'hui, c'est qu'il est mort. Donc nous, on avait fait une déclaration de disparition inquiétante, comme beaucoup de parents d'ailleurs, et c'est important ce que je dis là, parce qu'en fait, ce dont on est en train de parler là en ce moment, c'est faut-il les juger là-bas, faut-il les juger en France pour ce qu'ils ont commis? Il faut faire les deux. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous pensons en tant que collectif de familles touchées par la radicalisation et l'embrigadement de nos enfants. Ces jeunes qui sont partis ont adhéré à une idéologie. Ils peuvent être poursuivis d'ailleurs pour ça, pour apologie, pour certains prosélytismes. Ils ont été recrutés. Ils doivent des comptes à la France pour ça, parce que c'est effectivement un danger. Et ils doivent aussi des comptes au pays dans lequel ils auraient, je dis au conditionnel, commis des exactions. Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. Et nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'en tant que parents, nous avons besoin de connaître la vérité. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement un tribunal international sur place, avec effectivement toutes les parties représentées, parce qu'on ne peut pas juger ces jeunes si on ne juge pas les filières, les recruteurs, les commanditaires. Ces jeunes n'ont pas inventé l'idéologie, ils l'ont rejoint. C'est un drame pour les familles. C'est un drame pour ces jeunes. Est-ce qu'on peut encore les récupérer, les réparer? C'est une grande question de société.
Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont dans un prisme idéologique. Je paraphraserai le livre de Romain Caillé, ex-sympathisant djihadiste lui-même, qui dit « Le combat vous est prescrit ». C'est ce que pensent ces jeunes. Alors je ne dis pas qu'ils ont raison. Nous, c'est un drame pour les familles qui avons vécu ça. On ne sait pas comment nos enfants en sont arrivés là. Mais on a besoin de connaître la vérité. Et s'ils sont jugés là-bas uniquement, nous n'en saurons jamais rien. On a besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Véronique Roy, vous avez répondu à toutes mes questions, merci beaucoup. Juste en vous écoutant, vous dites en fait qu'il faut en fait 3 jugements. Il faut un jugement sur place, un jugement en France et un jugement international. Oui, je ne sais pas si on peut faire les 3 en même temps. Moi, je suis pas juriste. Je regarde simplement le droit et ils ont un droit à être jugés dans le pays duquel ils sont partis. Nous, on a besoin de savoir comment ils sont partis. Ils ont été soutenus. Le djihadisme s'est financé. Et n'oublions pas que les sympathisants du djihadisme sont en France. On n'a pas besoin d'aller en Syrie et en Irak pour ça. Donc le danger, il est chez nous aussi. Et c'est pour ça que la France doit être partie prenante de ces procès. Il faut qu'on comprenne le problème dans sa globalité. Juste une chose, Véronique Roy, et on va demander justement ce qu'elle en pense à Michel Bernard-Roquin, qui est magistrate. Si la personne risque d'être condamnée à mort en Irak, qui sera son premier jugement par exemple, si elle est capturée, arrêtée et jugée en Irak, après il n'y a plus de jugement en France, il n'y a plus de procès en France. Les Français n'en veulent pas. Ça pose un problème de droit, mais je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple. Il faut prendre, je vous dis, le problème dans toute sa globalité. La France a aboli la peine de mort. Ce sont des ressortissants français. Est-ce qu'on doit accepter ça? Je ne suis pas sûre qu'il faille être plus barbare que la barbarie qu'on leur reproche. Alors voilà, donc vous êtes défavorable au fait qu'il puisse être oui, bien sûr. Que les peines capitales soient exécutées sur place. Bien sûr, ça ne résoudra rien. Ça ne résout pas le problème. Oui, l'idéologie persiste. Véronique Roy, justement, le commentaire de Michel Bernard-Roquin. Ce qui se passe en matière d'extradition, c'est-à-dire c'est l'inverse. Nous avons un étranger qui a commis un fait à l'étranger, mais qui s'est réfugié en France et dont l'État du lieu du fait commis réclame l'extradition. Ce qui se passe, ça s'est passé aussi dans le dossier Soring, où c'était des Américains qui réclamaient un Américain qui avait commis un double crime, un double assassinat là-bas et qui était réfugié en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne disait à condition que la peine de mort ne soit pas prononcée ou si elle l'est, qu'elle ne soit pas exécutée. Mais pour ça, il faut avoir des garanties. Mais ça, il s'agit de l'extradition. En France, les Français ne risquent rien s'ils sont en France puisqu'on n'extrade pas nos nationaux, évidemment. Donc voilà, moi je dis simplement que est-ce que l'État irakien va promettre qu'il n'exécutera pas ? Vous avez des précédents? En l'occurrence, en 2004, il n'était pas question de peine de mort. Donc l'État irakien. Ce qui est certain, c'est que, dans mon souvenir, la France n'a pas été très très active dans ce dossier. Je veux dire, elle a laissé les Français être jugés en Irak. Alors, ce sera ma dernière question, Véronique Roy. Qu'est-ce que l'État doit faire pour vous, familles qui n'êtes pas radicalisées, mais qui ont eu un enfant ou qui ont un enfant qui l'est? J'ai pas compris votre question, excusez-moi. Qu'est-ce que vous attendez de l'État pour vous, famille qui n'êtes pas radicalisée, qui n'êtes pas islamiste, loin s'en faut, mais qui ont un enfant qui l'est? Qu'est-ce que vous attendez encore aujourd'hui? Nous, on s'est organisé dans un collectif justement pour que notre parole soit entendue. Nous, on lutte, on fait de la prévention contre la radicalisation. Nous ne soutenons pas nos enfants idéologiquement. On dit qu'ils sont tombés dans un piège. Donc, pour combattre le problème qui est celui aujourd'hui de Daesh et de l'État islamique, qui, apparemment est décimé, mais l'idéologie, elle persistera. Si on ne freine pas en amont tout ce qui conduit à cela, on n'arrivera à rien. Et nous, parents, on dit, on a l'expérience, on peut expliquer comment cela est arrivé, puisque effectivement, on a maintenant à rebrousse-palle des éléments qui nous disent, voilà, ils ont côtoyé telle et telle personne en France ou ailleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'idéologie, elle circule sur Internet, mais elle circule surtout via des hommes. Et ces hommes-là, ils sont sur notre territoire. Donc c'est pour ça que la France, elle a une information à communiquer et au grand public et aux familles, parce que nous, on ne peut pas faire le deuil de nos enfants
qu'ils soient quand je dis deuil, hein, c'est parce qu'on a perdu nos enfants de toute façon, qu'ils soient morts ou vivants. Ce sont d'autres personnes, mais on a déjà vu en France le retour de djihadistes, le djihad plus ancien de l'Afghanistan. Par exemple. Donc, des jeunes peuvent revenir. On a vu des jeunes se réparer. Donc, il faut y croire à ça. Parce que si on ne croit plus en cette jeunesse qui a été perdue à un moment, on ne croit plus en rien. Et alors, nous, parents, on dit, voilà, on est des acteurs avec vous, il faut qu'on trouve des solutions. Et nous, on croit à la possibilité de les réparer. Faut-il encore couper tous les réseaux djihadistes voilà, qui sont très actifs? Merci beaucoup Véronique Roy, et dans votre travail contre la déradicalisation, on peut le trouver notamment avec votre livre « Quentin, qu'ont-ils fait de toi ?» Cette édition Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Est-ce que la France doit faire revenir les djihadistes français pour les juger? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, et vous êtes toujours une large majorité à répondre non. Est-ce que vous comprenez justement ce que vient de dire Véronique Roy? Est-ce que vous croyez qu'il y a une possibilité de réparer, entre guillemets, les djihadistes, les plus jeunes en tous les cas, qui reviennent? C'est la question qu'on vous pose, et vous pouvez nous donner vos réponses. Elles sont pour l'instant assez catégoriques, elles sont assez unanimes. Non, il ne faut pas faire revenir les djihadistes français qui reviennent, qui sont partis se battre sur la zone irako-syrienne. Le problème, c'est quand ils sont déjà revenus. C'est l'autre partie qu'on doit aborder. Oui, et là, c'est clair. Là, Jean Kiki-Zola, vous avez des chiffres sur ces Français de retour. Où est-ce qu'on en est? Alors, au 1er décembre, ça a pu évoluer, mais à mon avis, assez peu. On avait 308 revenants, pour utiliser la traduction française du Returnees britannique, enfin, anglo-saxon. 178 hommes, 66 femmes, 64 mineurs. Il se trouve qu'en l'occurrence, le flux de revenants quasiment tari aujourd'hui. À la mi-novembre... Vous avez combien environ 2000 Français qui étaient impliqués. 1700, oui, c'est ça. Bon, entre 1500, qui étaient impliqués entre les combattants proprement dit, les réseaux puis les familles qui étaient là, et puis le réseau. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est le plus important au-delà des chiffres, c'est que bien évidemment le djihad irako-syrien, par rapport au précédent, par rapport au premier djihad irakien, par rapport au djihad afghan, par rapport au djihad bosniaque, par rapport au djihad tchétchène, ou caucasien, c'est sans précédent. Sans précédent chez nous et chez nos voisins. C'est devenu un phénomène de société. De masse. Et c'est devenu de facto un phénomène de masse, donc un phénomène de société. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc encore une fois, le flux est largement tari. Le patron, le directeur de la Direction générale de la sécurité intérieure, Laurent Nunez, dans les colonnes du Figaro à la mi-novembre, nous expliquait que depuis le 1er janvier 2017 jusqu'à la mi-novembre 2017, on avait eu 9 revenants. Donc vraiment, le phénomène est totalement absent aujourd'hui. Maintenant, effectivement, il y a quand même des gens qui sont revenus. Alors, de façon relativement... Il y a des gens qui sont restés très peu de temps, qui sont partis bien avant les attentats de 2015. Il y a quand même quelque chose qui m'a frappé dans les articles que vous avez écrits sur cette question. Donc, sur ces environ 300 revenants, il y en a 109, on va voir les chiffres, qui sont hors de prison. Et dedans, donc 40, vous dites, qui sont suivis judiciaires, qui ont un suivi judiciaire, donc en gros qui sont sous contrôle judiciaire, et 69 qui sont suivis par la police et les services. Je rappelle juste une chose, Mohamed Merah, il était également suivi par la police et la justice. Alors, je précise d'abord que ces éléments viennent du ministère de la Justice, de la chancellerie, ça c'est le premier point. Le deuxième point, oui, vous avez raison sur l'inquiétude qu'on peut tous avoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 308 personnes... Je ne soulève pas une inquiétude, je soulève un fait. Bien évidemment, entre bien le moment évidemment. où la personne est suivie, ça n'empêche pas de commettre un acte terroriste d'ampleur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, sur ces 308, je parle des adultes, oublions les 64 mineurs, quoique parfois, c'est bien le problème, certains enfants ont été embrigadés, endoctrinés, parfois même habitués à la violence, à la torture. Le fait est que sur ces revenants, il y a des profils de dangerosité différents. Et le problème des services de renseignement, c'est en permanence un tri éternel, un tri permanent entre le plus dangereux et l'un peu moins dangereux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et c'est évident que c'est bien le problème, c'est que tout le monde sait qu'une surveillance n'est jamais absolue. Et vous avez parfaitement raison de dire que ces dizaines d'individus qui sont sur notre sol, potentiellement représentent un risque. Et ça, je crois que personne ne va le nier. Et que personne n'assurerait non plus, à commencer par les services de renseignement, qu'une surveillance 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est possible. Georges, les
personnes qui sont encore... Il y a encore beaucoup de Français qui sont dans la nature, entre guillemets, sur la zone irako-syrienne. Oh, il y a encore probablement quelques dizaines, voire même centaines, hein, qui ont échappé justement aux arrestations en Irak et en Syrie. Mais comme c'est des gens probablement qui ont déjà un passé assez long avec le djihad, ils ne vont pas souhaiter revenir en France. En revanche, et tu y faisais allusion, ce que disait le patron de la DGSI au Figaro il y a 2 mois, disant ils vont jouer le rôle de tuteurs auprès des Français sédentaires et donc pourraient les pousser à actionner ces Français. Donc ça, c'est là où je vous cite la confidence d'un ancien responsable d'un service de renseignement d'un pays du Moyen-Orient qui disait on a vu un attentat, une tentative d'attentat à la voiture piégée devant l'Élysée, qui a été complètement échoué il y a quelques mois. Si un certain nombre de personnes qui reviennent de cette zone où un nombre d'attaques incalculables à la voiture piégée ont été commises arrivent et se mettent dans une de nos cités et apprennent, transmettent le savoir-faire, on va franchir un nouveau palier dans la menace. Ils n'ont même plus besoin de revenir. Il a raison, il a tort. Il a raison, mais ils n'ont même plus besoin de revenir. Le savoir-faire terroriste, il est disponible maintenant. Vous avez vu l'arrestation de la cellule, c'était à Villejuif, d'artificiers. Donc voilà, c'est même plus. Voilà, des tutoriels sur Internet où on vous explique comment fabriquer de l'explosif, comment fabriquer des systèmes de mise à feu. Justement, on vous recommande plutôt les tutoriels de Figaro Live. Juste, Jean, ceux qui ont tué le père Hamel, eux aussi étaient suivis, il me semble, nous dit JLR sur le chat du Mais bien sûr, de toute façon, je voudrais intervenir. Voilà. Je vous donne la parole, Michel Bernard-Requin. Alice Billy, d'ailleurs, vous pouvez peut-être réagir, nous dit, parlant de Véronique Roy, elle a raison sur un point essentiel, comprendre pourquoi et comment les personnes sont parties, ça nous permettrait de mieux gérer le problème sur le long terme. Certes, mais c'est vrai que d'abord, je voudrais rappeler que nos concitoyens ne comprennent pas le paradoxe des individus qui ont décidé de choisir la terreur et qui viennent maintenant se réclamer d'un État démocratique, d'un État de droit et d'une justice très protectrice des libertés individuelles. Ça, c'est le premier paradoxe. Si on voit la citation de oui. cet internaute du Figaro, justement, sur les appréhensions qu'ils ont quand oui, les djihadistes sont de retour en France, on va le voir sur une citation justement sur le traitement judiciaire. Voilà. Oui, ils savent parfaitement que la justice de ce pays leur accordera une bienveillante attention lors du verdict. Bienveillante attention, je ne sais pas, il y a quand même eu des condamnations lourdes qui ont été prononcées pour association de malfaiteurs à visée terroriste contre des gens qui n'avaient simplement fait que trafiquer des papiers ou essayer de partir là-bas. Il faut, la justice française n'est pas si douce que cela à l'égard des terroristes. Simplement, la détention provisoire, puisque vous parliez aussi du fait que certains de ceux qui étaient rentrés étaient en liberté et simplement surveillés. C'est vrai, là aussi, que le code de procédure pénale doit être respecté. La détention provisoire n'est possible que si on peut démontrer le risque de soustraction à l'action de la justice, le risque de réitération de l'infraction, le risque de pression sur des témoins et des victimes. Enfin, il y a des conditions très strictes et très claires. Alors, est-ce que les magistrats instructeurs qui ont mis en examen ces personnes ont considéré qu'il n'y avait pas ces éléments? Ça, c'est pour le coup, on doit individualiser la détention provisoire. On ne peut pas dire terrorisme égale détention provisoire. Cela dit... Mettre en détention sous prétexte qu'ils reviennent ? Tout dépend encore une fois de l'application ou pas des conditions que je viens d'énumérer. Risque de disparition, risque de pression, qui etc. nous dit la justice française sera toujours plus bienveillante que la justice étrangère. Bienveillante au verdict. Ça, pour le coup, les djihadistes l'ont bien compris. Ils ont compris en tout cas qu'ils bénéficiaient chez nous. Bien sûr. D'où ces interviews d'ailleurs qu'il faut rappeler qui ne valent rien au regard du droit humanitaire. Lorsqu'on interroge, Émilie Koenig ou Barnemin, c'est une interview qui a lieu en prison, donc ça n'a aucune valeur. Il faut bien le savoir, donc il faut être très prudent par rapport à cette interprétation. Alors Georges, justement, quelqu'un d'autre vous dit, sans les transformer en indiques, ils sont prêts à tout raconter pour sauver leur peau, leur témoignage. Évidemment. Mais leur témoignage peut être précieux. Oui, non, mais leur témoignage, il a déjà été transmis aux services de renseignement qui les ont interrogés aussi bien à Bagdad que chez les Kurdes. Les Kurdes, je voudrais préciser, parce que j'ai dit que c'était la branche locale du PKK, donc terroriste, ce sont quand même nos alliés dans la lutte contre Daesh. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui,
pour compléter un peu ce qui a été dit tout à l'heure, l'État français n'ira pas protester contre l'État irakien si jamais demain ces djihadistes français sont condamnés à mort. En revanche, en Syrie, chez les Kurdes, ce qui va se passer, c'est que puisque ce sont nos alliés, certes un peu embarrassants, etc., mais il va y avoir des négociations. Les Kurdes sont très embarrassés, ils ont 1300 djihadistes, pas tous étrangers, à garder, protéger, ça pose des problèmes de logistique, et donc ils souhaitent leurs représentants en France, Khaled Issa le répète dans ses interviews, ils souhaitent les restituer. Il n'a pas voulu nous parler. Oui, il a peut-être beaucoup parlé déjà. Donc, ils souhaitent les renvoyer en France. Simplement, ça va se faire dans le cadre d'une négociation. Les Kurdes ne vont pas nous les refiler sans, en échange, obtenir le maintien d'une aide politique, voire militaire, etc. Donc là, on va rentrer dans un processus d'échange. Et si jamais ça coince... De ce fait, ce que vous êtes en train de dire, Georges, c'est que comme c'est trop lourd à gérer pour les Kurdes syriens, ils risquent d'avoir une arrivée de ces djihadistes capturés dans cette zone. Non, mais il y a probablement déjà des négociations. On entend bien quand on entend Khaled Issa, le représentant à Paris, il est très prudent parce qu'il sait que c'est un sujet extrêmement sensible. Mais l'intérêt des Kurdes, et ils le disent, c'est de restituer ces djihadistes aux Français, simplement dans le cadre d'une négociation. Eux, en retour, attendent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent probablement un maintien de l'aide française politique, voire militaire, à leur égard. Considéré comme organisation terroriste ? Oui, peut-être, je ne sais pas, mais ça va faire l'objet de négociations. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces djihadistes, ils sont aujourd'hui emprisonnés. On a vu dans le passé, en Irak, justement, des attaques d'Al-Qaïda perpétrées contre des prisons, notamment à Mossoul, qui avaient permis la libération de Peter Sharif. Et donc, il faut rappeler qui est Peter Sharif ? C'était un djihadiste français de la filière des Sharif, djihadiste français de la filière des buts de Chaumont, parti en Irak pour combattre les troupes américaines et évadé effectivement dans l'attaque de la prison à Mossoul. Donc ça pose un problème et donc alors il faut peut-être envisager une coopération entre la France et les Kurdes pour pouvoir les interroger, les juger, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un fardeau un petit peu pour tout le monde. Et ça risque d'être un fardeau, pardonnez-moi, Jean, je vous coupe parce que justement ce que nous dit Juliette Saint-Jean, ce qu'elle a relevé sur les réseaux, c'est cette chose intéressante dans l'appréhension qu'ont justement les internautes sur la gestion même quand les djihadistes sont mis en prison. On l'écoute, pardon. D'autres pensent que si on les laisse revenir en France, ils ne purgeront pas une peine d'emprisonnement méritée. Pour Awaken, les familles vont prendre des avocats qui vont défendre le fait qu'un ressortissant français ne peut être puni de la peine de mort dans un autre pays, car c'est ce qu'ils risquent en Irak. Puis, une fois en France, ces mêmes avocats vont défendre leurs clients en affirmant que rien ne prouve leur participation à des actes terroristes. Et enfin, Bernard s'inquiète, que va-t-il se passer au vu de l'état actuel de nos prisons ? Quelle solution l'État va mettre en place s'ils reviennent ? Et je salue Claude Devar, qui est l'un de nos internautes fidèles, qui est de retour, on le remercie, et qui nous dit qu'ils reviennent contris ou tout simplement pour être des taupes et entraîner d'autres au djihad. Alors Claude, vous reprenez, vous regarderez le replay de l'émission parce qu'on a, je pense, répondu pas mal à cette question. Michel Bernard-Roquin, justement, les prisons, elles sont surchargées, elles sont suroccupées. Il y a un certain nombre d'articles dans le Figaro qui le racontent. Oui, et on a vu que pour ce qui était des cellules spécialisées, les concentrer, ne pas les concentrer, etc., à chaque fois, quelque part, on échoue. Il ne faut pas oublier l'importance de ce qu'on appelle la taquilla. Moi, je l'ai vu en œuvre. La dissimulation. La dissimulation, c'est quelque chose qui est très pratiqué. On a le droit de vous mentir. On en voit qui boivent du vin, qui mangent du porc, qui s'habillent, qui rasent leur barbe, etc. Et c'est presque un devoir que de tromper l'ennemi, c'est-à-dire l'État français. Comment, justement, le droit français, est-ce que le droit français est charpenté par rapport à ça Il essaie, en tout cas, d'en connaître le plus possible, de faire un vrai travail d'étude de leur réseau, mais je sais que je suis personnellement inquiète pour ceux qui sont déjà revenus sur les soi-disant repentances, parce qu'il y en a qui sont sincères et il y en a qui sont complètement... Et vraiment, on voit même aux audiences certains qui jouent une comédie bien rodée. Vous avez vécu ça quand vous avez jugé des...
Certains, oui, disaient « je n'ai rien à voir avec l'islam radical », alors qu'on avait dans le dossier la preuve du contraire. Alors là, c'était clair. Oui, ils disent par exemple qu'ils vont faire de l'humanitaire. Oui, et par beaucoup exemple. Ça, il y a beaucoup partis. de gens qui disent, il y en a beaucoup qui sont Oui, partis pour oui, aller oui, faire bien de sûr. l'humanitaire. Non, mais et ceux-là, c'est normal qu'ils ne soient pas en prison. Oui, Je mais me attendez, souviens du réseau Vincent. Fateh Kamel. Vous vous Oui, souvenez oui. du Et réseau on aurait Fateh dit, Kamel au début, on les on a a dit qu'il encouragés fallait aussi. aller. Allez. On a encouragé un certain nombre de gens en disant qu'il fallait se battre de façon que c'était un combat humanitaire. On a un ministre des Affaires étrangères qui, en juillet 2012, français, a dit « Ce monsieur, en parlant de Bachar al-Assad, ne mérite pas d'être sur Terre ». Donc, ça peut être considéré comme un appel Non, mais implicite. sans aller là, même sans aller sur là, Bachar mais c'est la al-Assad, réalité. c'est-à-dire qu'il y a eu quand même. Donc, ces gens-là il y a eu sont un élan de partis solidarité pour aller aussi vis-à-vis lutter du contre un peuple syrien. dictateur. Oui, contre un dictateur, etc. Donc, on y va pour faire de l'humanitaire. Sauf qu'ils n'y allaient pas pour faire de l'humanitaire, ils y allaient pour faire autre chose. Et on le voit bien. Alors, certains, effectivement, ont pu être dupés, abusés, et ceux-là sont revenus. Mais le noyau dur n'y allait pas pour faire de Alors juste l'humanitaire. quant à la repentance, si on prend les précédents djihad et les précédents djihadistes, parce que le djihad n'est pas né avec l'État islamique et il ne disparaîtra pas avec l'État islamique. Malheureusement. Le nombre de repentants, David Valla par exemple, qui a été djihadiste en Afghanistan, quelqu'un comme Ben Yetou, qui a été l'un des recruteurs de la filière des buts de Chaumont qui est parti en Irak, en fait se compte sur les doigts d'une main par rapport à ceux qui sont restés dans la mouvance islamiste radicale. Alors, Ludo nous demande que pouvez-vous dire de Monsieur le Président de Bachar al-Assad quand il dit que la France protège et finance le véritable terrorisme? Si on n'a pas le temps de répondre à votre question, vous allez dans les focus du Figaro.fr et vous trouverez un focus qu'on a fait avec Georges Malbruno qui répond à cette question. Je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron qui s'était quand même exprimé sur cette question et qui avait quand même soulevé pas mal de polémiques avec cette déclaration. Pour les femmes et les enfants, ce sera du cas par cas, en fonction des situations. Lorsqu'ils reviennent en France, les adultes sont soumis à la justice française, sont incarcérés, seront jugés, et tout ce qui a été commis fera l'objet d'un jugement. Et pour ce qui est des enfants, ils font l'objet d'ores et déjà, pour ceux qui sont revenus et ceux qui reviendront, d'une procédure toute particulière et d'un suivi très particulier, en particulier sur le plan médical et psychiatrique. Mais vous dites donc qu'ils seront rapatriés. Je dis que c'est au cas par cas. C'est faisable, Michel Bernard? C'est déjà le cas, oui, comme vous le disiez justement. En ce qui concerne les mineurs, en tout cas, c'est souhaitable. Mais quels mineurs? Il faudra des mesures d'assistance éducative. Il y a des mineurs qui, à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, ont non seulement vu, mais exécuté des prisonniers là-bas. Donc, il y aura, je ne dis pas que ce sont des bombes à retardement, mais il va y avoir un travail très approfondi à faire. Bon, sachez qu'en deçà de 13 ans, ils feront l'objet de mesures d'assistance éducative. Qu'ensuite, un mineur est justiciable de nos juridictions et qu'à partir de 16 ans, il peut passer devant soit un tribunal pour enfants, soit une cour d'assises des mineurs. Mais ce qui est certain, c'est que c'est souhaitable que l'État français puisse récupérer les enfants, c'est évident. Ça se fait déjà, c'est ce qui se fait au quotidien, une sorte de classement, de tri, enfin l'expression est peut-être... Oui. Mais c'est bien ça, hein, y compris d'ailleurs, y compris concernant les mineurs, puisqu'on a aujourd'hui certains mineurs qui font l'objet de procédures, âgés de plus de 13 ans, qui font l'objet de procédures judiciaires en France. Georges Cuff nous dit employer le mot djihadiste, c'est crédibiliser leur action et leur choix. On devrait dire des mercenaires, des assassins, des terroristes. Oui, peut-être. Enfin bon, là on est sur un débat sémantique, effectivement. Non, ce djihadiste, c'est aller mener la guerre sainte au nom de l'islam. Donc voilà, je crois qu'on ne se trompe pas en disant ça. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Faut-il faire revenir les djihadistes français? C'est la question qu'on vous posait sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Eh bien, votre réponse est sans appel, c'est non. Merci beaucoup de vos commentaires. Oui, Georges, un dernier mot? Non, je voudrais ajouter, j'ai dit au nom de l'islam radical. Au nom de l'islam, oui. Et c'est tout le débat, mais on l'ouvrira peut-être dans une autre émission. Faut-il faire revenir les djihadistes français? Vous avez répondu non sur Twitter. La suite des programmes sur Figaro Live, vous l'avez trouvé en tête du Figaro.fr, onglet en ce moment, aujourd'hui sur Figaro Live. D'ici des minutes quand même, je vous dis le programme, le talk. Yves Tréhard reçoit le député En Marche Hugues Rançon et vous pouvez retrouver l'émission en replay sur www.video.lefigaro.fr, onglet Les Décrypteurs. À très vite sur Figaro Live.